Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Luc Vigneault, qui est auteur d'un livre qui s'intitule « Je suis une personne, pas une maladie ». Luc est quelqu'un qui s'implique dans le domaine de la santé mentale depuis de nombreuses années. On va apprendre à mieux connaître son livre. Plus tard à l'émission, on a aussi Julie Vincelette qui a écrit un roman jeunesse, La mission secrète de Julia Léveillé, se rapportant aussi à la santé mentale. Ce sera intéressant de parler avec elle sur ce sujet-là. Au bloc espresso et à l'espresso allongé, il sera question des réflexions sur la solitude, tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Michel. La chanson porte le titre « Assise dans ma tête ». Bienvenue à Folie douce. Trop peu, trop tard, j'en ai bien peur. Facile à dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre les lumières. Petite bombe dans mon cœur, il fait tic-tac, tu vois. T'auras qu'à compter 1, 2, 3. Et c'est promis, tu m'oublieras. J'ai une guerrière assise en indien dans ma tête. Toute la journée elle reste là et essaie de me réparer. Étrange comme sa peau reste blanche, un peu comme les nuits où j'ai pas sommeil, où j'attends longtemps le soleil. Moins douloureux, qu'on se fiche la paix un peu mieux. Pourtant ça m'embête pas de voir que tu t'en vas. Tu sais moi j'aurais fait pareil, seulement j'en peux plus t'abîmer le soleil. Tu joues avec mon feu et ça m'ennuie un peu. À force de m'allumer, tu sais comment qui est devenu contagieux. J'ai plus de guerrière assise en indien dans ma tête. Sans doute que j'aurais fait comme elle, ouvert la porte pour voir un peu le soleil. Facile à dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre les lumières. Petite bombe dans mon cœur, il fait tic-tac, tu vois. Faudra qu'à compter 1, 2, 3. Et c'est premier que tu m'oublieras. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille mon invité Luc Vigneault. Bonjour Luc. Hey, bonjour Yvan. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Je suis merci. content que tu sois avec nous en studio. Et d'ailleurs, tu nous as amené une personne, en fait, tu nous as présenté une personne qu'on a invitée, Julie Vincelette. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour, on va parler dans cette émission aussi, en fait, avec Luc d'abord, de livres, parce que tous les deux, vous êtes auteurs de livres différents, mais qui tous les deux
deux ont rapport à la santé mentale. Exactement, c'est oui, notre sujet. C'est le sujet. Ça serait intéressant, un petit peu plus tard, en début de deuxième demi, avec Julie, on pourra parler justement, dans ton cas, c'est un roman. C'est un roman jeunesse. Roman jeunesse sur la santé mentale. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, sur le marché. Il faut le faire. Il faut le faire, oui. Ça existe à peu près pas. Ça va être intéressant. Mais Luc, d'abord, Luc Vigneault, donc père aidant, et donc tu travailles à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, c'est ça? C'est exact. Mieux connu sous le nom de Robert Giffard, mais il ne faut pas le dire. Mais c'est un hôpital très, très réputé. Très réputé. C'est effectivement aujourd'hui devenu un institut, un peu comme Louis H, qui est aujourd'hui l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. C'est pas sa chance de vocation. Exactement. Au lieu de traiter les gens en dedans, on essaie de les maintenir dans leur milieu de vie. Exactement. C'est ça qui est formidable. Et ça fait longtemps qu'on se côtoie à des périodes un peu plus longues. Tu es déjà venu ici à notre émission pour d'autres livres ou d'autres sujets. Ça fait longtemps que tu es impliqué au niveau de la santé mentale. Maintenant, le livre que tu as écrit, c'est « Je suis une personne, pas de maladie », un livre tout chaud, en fait, qui a été publié cette année en 2013. Tout à fait, oui. Donc, très, très récent, là. Très récent. C'est un livre que j'ai écrit avec des collègues de travail parce que, j'avais déjà écrit, les médicaments de l'âme. Les médicaments de l'âme, j'avais collaboré. Oui. Aller-retour au pays de la folie. Oui. Et puis là, souvent, les gens, parce que moi, j'ai été traité pour la schizophrénie. Hein, j'ai connu les bas-fonds, la psychiatrie lourde, la porte tournante. Bref, toutes sortes de D'ailleurs, choses. t'étais une personne, je me souviens très bien de ce témoignage-là, quand tu nous parlais un peu il y avait un extrait, je pense, je pense que c'était Aller-retour au pays de la folie, où tu t'expliquais un peu ce que les gens ressentent quand ils sont en folie. En folie, en psychose, en fait. Donc, oui, effectivement. C'est rare qu'on décrit ça. C'est ça, j'ai décrit ça, puis je l'ai repris dans « Je suis une personne, pas une maladie ». En fait, ce cri du cœur qui vient de la politique de la santé mentale, là, qui a été écrit par le docteur Arnois. Oui. Donc, en fait, les gens disent « Ah, toi, Luc, t'es une exception. Ah, toi, Luc, il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent ton chemin du rétablissement. » Enfin, j'ai dit « Tiens, je vais m'associer à d'autres gens qui l'ont vu, qui sont témoins, que des gens comme moi, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Oui. Donc, je ne suis pas tout seul. Des gens qui s'en sortent, c'est ça. Il y a des belles histoires. Oui, mais les gens qui s'en sortent, on ne les voit plus dans le réseau, hein, puis tant mieux. Oui. Tant mieux. Donc, je me suis associé d'abord avec mon acolyte de toujours, la docteure Marie-Luce Quintal, avec qui je fais des conférences, des formations. Ensuite, une pharmacienne d'établissement, Marie-France Demers, qui vient nous parler de toute la médication. Mais c'est pas un livre de médecine, là, attention, ça se lit comme un roman. C'est d'abord toute la philosophie qui sous-tend le rétablissement, toute la philosophie qui sous-tend quand on parle de prescription médicamenteuse. On en profite un peu pour égratigner un peu des fois dans ce qui se passe dans le réseau, parce que je trouve qu'on tolère l'intolérable. Ouais. Tu sais, des gens qui ont des effets secondaires épouvantables, des effets extrapyramidaux, là, sans endormir personne, là, c'est des mouvements du visage, de la langue, des gens qui marchent vite. Mais ça, c'est des effets extrapyramidaux. Et on le tolère dans le réseau. Mais on ne devrait pas tolérer ça. On ne devrait pas. Surtout en 2013. En 2013, on devrait pouvoir prendre des médicaments pour être confortable. Donc, après ça, j'ai 2 travailleuses sociales, Yolande Champeau et Cécile Cormier. Et vient ensuite le docteur Marc-André Roy, qui, lui, vient nous parler de toute la philosophie derrière l'ordonnance de traitement. Parce que des fois, malheureusement, on doit aller à la cour, mais ce n'est pas une punition, une ordonnance. Il faut changer cette vision-là. C'est maintenant pour aider les gens. Et ensuite, nous avons... Dans le fond, une ordonnance de traitement, ça oblige la personne à... Merci de préciser. Une ordonnance de traitement, c'est le cours qui t'oblige à prendre des médicaments, donc tu n'as pas le choix. Mais il ne faut pas que ça soit vu comme une punition. Il faut que ça soit vu dans le rétablissement de la personne, puis que ça vienne l'aider dans son projet de vie. Puis c'est pas à vie, ça. J'ai l'impression qu'il y a tellement eu d'abus. Beaucoup d'abus. C'est pour ça que les gens sont craintifs. Puis à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, ils sont un petit peu sur les talons. Puis juste pour compléter mes auteurs, il y a le docteur Hubert Boileau, qui est aussi philosophe, qui vient nous parler du rétablissement. Dans ça, il y a le il y a l'établissement, c'est la personne qui se rétablit, et non les intervenants, c'est important. Et finalement, Louise Marchand, qui est gestionnaire dans le réseau de la santé. Parce que quand on parle il faut, si on veut donner du pouvoir aux usagers, il faut que les intervenants en aient aussi. Ça, c'est le rôle des gestionnaires.
Oui. Est-ce que toi qui regardes et qui observes le domaine de la santé mentale depuis de nombreuses années, en plus d'avoir eu toi-même goûté, si tu veux, à la médecine, c'est quoi de dire? Donc, tu as vraiment toutes les perspectives, en fait. Est-ce que tu vois qu'on est sur un bon chemin en termes est-ce qu'on a bien progressé comme société au niveau des soins de santé en santé mentale? Moi, je suis convaincu que oui. Il reste beaucoup à faire, mais je suis convaincu que oui, qu'on commence à avancer beaucoup plus au niveau des services sociaux, au niveau de la science médicale. Bon, c'est sûr, tu sais, dans les années 60, là, dans le temps des fous qui crient au secours, là, c'était vraiment des asiles où on gardait les gens dedans. Maintenant, on essaie que les gens puissent vivre avec les autres dans la communauté. Alors, moi, je suis convaincu que ça allait avancer, puis j'ai très confiance dans le système. C'est pour ça que j'y travaille dedans, d'ailleurs. Oui. C'est pour un peu faire changer les choses. Des fois, je brosse la cage un peu, on shake le chac à puce, comme on dit. Oui. Mais le but, c'est... Tu sais, une vie, c'est pas d'un hôpital, ça se vit. Une vie, ça se vit dehors. Il y a de moins en moins de gens hospitalisés aussi à long terme. Tout à fait, oui. Puis... il y a de moins en moins de gens parce qu'il y a des mesures de soutien beaucoup plus abondantes. Mm-hmm. Les molécules pharmaceutiques... c'est un mot difficile à dire. Pas autant que des institutionnalisations. Pas autant que des institutionnalisations, c'est pas disable. C'est non, les molécules des compagnies pharmaceutiques se sont beaucoup améliorées. Ouais. Donc, vraiment, tu sais, avant, on pouvait voir quelqu'un qui consommait des médicaments. Hein. Ouais. Maintenant, c'est quelqu'un qui en consomme ou qui en consomme pas, on ne peut pas faire la différence. Donc, il y a eu amélioration. Ouais. Quand tu dis justement le titre de ton livre qui est très fort, en fait, je suis une personne pas de maladie, trouves-tu qu'on associe, on a souvent trop tendance à étiqueter, puis encore une fois, dans le fond, on stigmatise en donnant des noms de maladies. D'ailleurs, quand je suis aussi le président des porte-voix du rétablissement, qui est une association provinciale de personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale. Et ce qu'ils nous disent, les gens, là, principalement, c'est la stigmatisation. C'est ça qui est fort. Tu as une maladie mentale, mais tu as une étiquette, tu peux pas travailler, tu peux pas avoir de famille. Alors, c'est faux, là. Regarde, moi, je me suis remarié là, en 2009. Je suis père, je suis grand-père, j'ai une vie extraordinaire, donc c'est possible. Mais la stigmatisation est tellement forte. Et je pense que le livre aussi se veut un cri du cœur pour dire arrêtons de stigmatiser les gens. Ouais. Traitons-les comme des personnes au lieu que des maladies. Donc, c'est le message que tu aimerais que les gens qui lisent ce livre-là aient. C'est-à-dire qu'ils apprennent quelque chose. Puis même la personne qui est atteinte, il ne faut pas qu'elle se voie comme un malade. Elle est une personne à part entière. Elle a des qualités, elle a des buts, elle a des rêves. Puis, tu sais, les deux piliers du rétablissement, c'est simple, c'est l'espoir puis l'appropriation du pouvoir d'agir. Oui. Donc, tant que j'ai de l'espoir, ben je vais avancer. Mais c'est sûr que si j'ai plus d'espoir puis je me berce à la journée longue, ben c'est sûr que ça ne fait pas une vie très, 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 très épanouie. Donc, il faut susciter l'espoir chez les gens puis avoir des rêves, des projets, tu sais. Autrement dit, je dis souvent, si tu restes assis sur ton cul, tu as un rétablissement de cul. Ouais. Faut que tu bouges. Donc, il faut que tu bouges. Effectivement. Bouge. Même si c'est des petits pas, mais c'est mieux que rien. Oui, puis il n'y a pas de projets qui sont farfelus. Pas du tout. On a tous, vous et moi, fait des rêves dans notre vie qui n'ont pas abouti. Ben, les gens en santé mentale, c'est pareil. Certains aboutissent, puis certains se réalisent. Mais est-ce qu'il y a assez de support alentour? Parce que des fois, c'est difficile pour la personne, tu sais, ça fait des années, écoute, c'est pas évident, la confiance est au minimum. Tout à fait, oui. Ça, mais il faut aussi aller chercher ce support-là, parce qu'il y en a auprès de sa famille, ses amis, dans la communauté. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide et demander qu'on nous aide à réaliser nos rêves. Oui. Qu'est-ce qui fait que, on a encore quelques instants, dans ton cas, tu as vécu justement la phase où probablement tu étais hospitalisé aussi, tu as eu des problématiques, tout ça. Même, il y a un certain moment, je pense que tu parlais même d'arrêter la médication. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Est-ce que ben là, j'en prends. Oui. C'est sûr, j'ai essayé comme tout le monde parce que, tu sais, de dire tu prends des pilules toute ta vie, ben, c'est pas très, très... Parce que à chaque fois que tu avales la pilule, ça te dit que tu es malade, souvent. Ouais. Mais, bon, malheureusement ou heureusement, il fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, j'ai recommencé la médication. Tu as une certaine sagesse de dire... Oui, ben là, faut que j'en prenne. Puis j'ai une très belle vie. Oui. Ça, je peux te dire que maintenant, comme je l'ai dit, avec les nouvelles molécules, ben, ça me permet d'avoir moins d'effets secondaires, d'avoir moins de tremblements, etc. Puis d'avoir une vie épanouie.
C'est ça qui est important. Avant de mentionner les informations du livre, comment tu vois la santé mentale dans les 5-10 prochaines années? Tu sais, il y a eu un plan de 2005-2010 qu'on parle encore, qu'on fait comme un genre de post-mortem de ce plan-là. L'avenir nous réserve quoi, d'après toi, au niveau des services et tout? Au niveau des services, mais si je rêve à haute voix, on va aller tranquillement vers la fermeture des hôpitaux psychiatriques. Moi, je suis convaincu que les services doivent être dans la communauté, les psychiatres doivent être dans la communauté. Et on va garder des lits, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont qui commettent des délits criminels. Donc, il faut les garder en dedans des murs. Mais la majorité des gens vont être traités dans la communauté. Oui. Ça, j'en suis convaincu. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Espérons que ça va en venir à là. Il y a même des villes dans le monde qui ont aboli, ça, tout à fait, qui ont aboli les hôpitaux. L'Italie, une partie de la France sont allés dans ce sens-là. C'est une autre façon de faire. Puis là, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces hôpitaux-là. Oui, on investit-tu dans la brique ou on investit dans les gens? C'est ça, exactement. J'aimerais que tu nous mentionnes encore une fois un livre qui est quand même assez volumineux aussi, mais qui comme tu dis, semble facile aussi à lire. Oui, facile à lire. C'est « Je suis une personne, pas une maladie ». Oui. En sous-titre, c'est « La maladie mentale, l'espoir d'un mieux-être ». C'est aux éditions Performance. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies, comme dit l'adage. Ouais. Et tous les droits d'auteur sont cédés à la fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Donc, c'est intéressant. Tu n'as pas fait ça pour être millionnaire, dans le fond. Non! De toute façon, auteur Québec, tu ne fais pas grand argent. C'est pour ça qu'ils nous ont aidé, la fondation, donc on remet les sous à la fondation. C'est intéressant. C'est très intéressant. Comme on disait tout à l'heure, en début d'entretien, tu as eu l'aimable gentillesse de nous amener, en fait, une invitée qui est Julie Vincelette. Alors, tu es toujours avec nous. Je me suis fait un cadeau. Oui, en plus. C'est à moi. Tu as écrit un roman qui s'intitule... Ça s'appelle « La mission secrète de Julia Léveillé ». Et donc, ça parle de santé mentale et le point de vue de l'enfant par rapport aux parents. Donc, ça, c'est intéressant. On va en parler ensemble un peu plus tard à l'émission. Reste des nôtres. On passe l'émission ensemble, puis on va être de retour ensemble un peu plus tard pour parler justement de ce roman-là, nouveau aussi de cette année. Donc, merci Luc d'avoir été là. Merci, demeure des nôtres. de m'avoir invité. C'est très aimable à toi. Tu viens de Québec en plus, fait que demeure des nôtres. On va te garder un petit peu plus longtemps. Ben c'est bien gentil. Merci. Merci. Je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Même si la pluie qui tombe me remplit de tristesse, même si le vent qui balaye du monde toute la sagesse, même si les hommes sont fous et ne tiennent pas leurs promesses, je sais que tu oublies tout sous l'effet de mes caresses. La tormenta nos deje a la deriva, ola tras ola que nos viene encima, aunque la marea nos intente alejar, ni la lluvia ni el viento nos van a separar. Pour toi, señorita, je ferai n'importe quoi. Tu sais, mamacita, que tu peux compter sur moi. Dis-moi encore une fois que je suis ton roi. Je livrerai 1000 batailles, je mourrai pour toi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout, pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi. Mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Même si les vipères sont cachées sur les sentiers, j'évite les pierres du chemin, j'évite tous les dangers. Je sais que tôt ou tard les derniers seront les premiers et que les coups reçus un jour seront mangés. Aunque las fronteras bloqueen el camino, yo sigo este rumbo esquivando al enemigo. Nena, si el desierto tuviera que atravesar, huracanes ni serpientes nos van a separar. Pour toi, señorita, je ferai n'importe quoi. Tu sais, mamacita, que tu peux compter sur moi. Dis-moi encore une fois que je suis ton roi. Je livrerai 1000 batailles, je mourrai pour toi.
viento me protege en el monte y en el llano. Muchos nos quieren dividir, nos quieren separar mal, nos quieren pelear. No saben que nuestra vibra es algo muy especial. Que ladren los perros, el río va rumbo al mar. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi, mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Oui, je sais que les chiens aboient, que les hyènes me suivent partout pas à pas. Les vautours dans le ciel tournent autour de moi, mais je ne m'en fais pas car tu es là près de moi. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous voici rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un autre sujet qui semble aussi très intéressant. Réflexion sur la solitude, le mal du siècle, finalement, la solitude. Oui, on pourrait dire, oui. Un sujet qui amène beaucoup de gens dans les services de santé mentale. Oui, beaucoup de gens seuls. Hein. Beaucoup de gens seuls. Il y a de plus en plus de gens seuls. Oui. Mais on va voir au fil des articles. Ici, je vais vous lire quelques passages d'articles Internet qui traitent de ce sujet, mais il y aurait deux sortes de solitude. Et en fait, une bonne solitude, si on peut dire une solitude plus difficile. Oui. Et en fait, différents types de solitude. Oui, c'est ce qu'on va voir, ou ce qu'on va écouter, en fait. Alors, selon Statistique Canada, de récents recensements ont permis de dégager des tendances alarmantes dans le portrait général de la famille québécoise. Aujourd'hui, 30,7% des adultes vivent au Québec sans compagnon. Près de 40% d'entre eux vivent à Montréal, où il existe plus de services. Remarquons que dans l'ensemble du Canada, 27% des habitants vivent seuls. Il s'agit d'une hausse de 7,6% par rapport à l'année 2001. Donc, il y a 12 ans. Oui, il faut souligner que Montréal, c'est la ville où est-ce que le plus de gens seuls qui vivent seuls. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Ces chiffres sont liés en grande partie au vieillissement de la population et ils devraient donc encore augmenter lors des prochains recensements. Une autre tendance alarmante est le nombre d'enfants dans les familles. Là, on s'écarte un peu de la solitude, mais on peut dire que les ménages sans enfants sont aujourd'hui plus nombreux au Québec que les ménages qui ont un ou plusieurs enfants. C'est-à-dire que 53% des couples du Québec n'ont pas d'enfants. Mm-hmm. Ça, c'est assez remarquable. Maintenant, selon le site canoe.ca, c'est un site de renseignement et d'actualité sur la santé au Canada, on nous dit que se sentir relié à d'autres est tout aussi essentiel à la santé mentale qu'à la santé physique. De nouvelles recherches montrent que le sentiment de rejet ou d'isolement perturbe non seulement la volonté et la persévérance, mais aussi les processus cellulaires clés du corps humain. C'est assez remarquable. Les recherches vont même jusqu'à dire que la solitude chronique serait un facteur de risque pour la santé, tout comme le tabagisme, l'obésité ou le manque d'exercice. Regroupé dans un livre intitulé, le livre est en anglais, ça s'appelle « Loneliness, Human Nature and the Need for Social Connection », écrit par M. John Cacioppo. Ces recherches pionnières en neurosciences jettent un éclairage neuf sur l'importance du lien social. Ces études examinent l'effet de la solitude sur l'analyse de la pression artérielle, la réponse immunitaire, les hormones du stress, le comportement et la génétique. Ces recherches innovantes sont menées actuellement dans une toute nouvelle discipline appelée les neurosciences sociales, discipline fondée par ce même M. Cacioppo, professeur à l'Université de Chicago. Celui-ci a utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, des scans du cerveau, tout en perfectionnant des techniques scientifiques pour documenter le rôle de la solitude et du cadre social
comme des éléments jouant un rôle décisif au niveau des mécanismes de régulation de la physiologie humaine et du comportement. Donc, la solitude ne joue plus seulement sur le côté émotionnel, mais c'est vraiment toute la personne, même sur son côté corporel. Les effets physiologiques. M. Cacioppo nous dit « La solitude ne modifie pas le comportement, mais elle est liée à une plus grande résistance de l'écoulement du sang par l'intermédiaire de notre système cardiovasculaire. La solitude entraîne le matin une augmentation des niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et modifie l'expression des gènes dans les cellules immunitaires. Elle épuise la fonction immunitaire, augmente la pression artérielle et le niveau de la dépression. » Donc, c'est assez remarquable. Pas banal. Non, c'est pas banal. Alors, ce M. Cacioppo a indiqué ceci dans un communiqué de l'UC. Réparer les liens sociaux maintenant. Tout comme la douleur physique est une invitation à changer de comportement, le sentiment de solitude est un appel à l'action. Un signal ancestral, selon les chercheurs, qui indique qu'il est nécessaire de réparer les liens sociaux. Pour M. Cacioppo, ce n'est pas tant la solitude ou l'isolement physique lui-même qui fait problème, mais plutôt le sentiment subjectif de l'isolement, qui peut être profondément déstabilisant. Autrement dit, on peut vivre vraiment seul sans ressentir tellement un sentiment de solitude. Le contraire peut être vrai. Oui. On peut vivre en compagnie d'autres personnes et se sentir isolé. Parce qu'on peut choisir sa solitude. Il y a des gens qui sont bien là-dedans. Oui. Quand on la subit, c'est une chose. Hein. C'est une autre chose. Subir, c'est une chose, mais dans certains cas, ça peut être souhaitable par rapport à certains métiers. Par exemple, ceux qui sont dans le domaine de la création vont avoir besoin de ce moment de solitude pour pouvoir créer. Mais pour revenir à notre article, les chercheurs font remarquer que le problème de l'isolement social devrait croître dans les années à venir. La taille moyenne des ménages est en baisse. 31 millions d'Américains, soit 10% de la population, vivent seuls. Les chercheurs ont aussi remarqué que la plupart des gens ont beaucoup moins d'amis proches et de confidents qu'il y a une génération. On y reviendra Oui, tantôt. on va poursuivre à l'Expresso allongé. On va y aller justement sur la solitude, réflexion sur la solitude, un beau sujet. Pierre, on continue à Folie douce, demeurer des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre invitée est Julie Vincelette. Elle est auteure du roman jeunesse La mission secrète de Julia Léveillé. À l'Expresso allongé, nous poursuivons les réflexions sur la solitude. Vous entendrez de plus en chanson sympathique de Pink Martini et Je danse avec toi de Mes aïeux. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. De retour au micro, donc, avec notre invitée, Julie Vincelette. Bonjour encore une fois, Julie. Bonjour. En début d'émission, évidemment, Luc est toujours avec nous aussi. Oui. Luc Vigneault, ça a été... plaisir d'être ici. Oui,
de vous écouter. C'est intéressant de te recevoir encore une fois. C'est toujours bien. À l'occasion, on se voit, mais c'est bien de voir que tu es toujours impliqué. Tu nous as parlé donc de ton livre à toi qui s'intitule « Je suis une personne, pas de maladie ». Alors, c'est un livre tout récent. Et on a un autre livre récent qui est un roman jeunesse. Et comme on disait un petit peu plus tôt, c'est très rare qu'on écrit sur ce sujet-là. Même notre recherchiste à l'occasion nous disait, il me semble qu'on ne parle pas souvent des enfants qui ont à vivre avec le stress et avec toute cette pression-là de voir un parent, mettons, proche d'eux, qui a un problème de santé mentale. C'est un peu ça le roman que tu as... Tout à fait, c'est un peu ça. Puis c'est un sujet super important parce que si on dit qu'il y a à peu près 20% de la population qui, un jour ou l'autre, vont vivre un épisode de problématique en santé mentale et qu'un enfant a 2 parents, ça veut dire que dans une classe de 25 enfants, il y a presque 10 d'entre eux qui vivent des situations à la maison qui ne sont pas faciles. Ouais. Et ces enfants-là, puisque ce ne sont pas eux qui sont malades, ils ne rencontrent pas les critères des systèmes sociaux et publics pour recevoir des soins ou du soutien de psychologues ou de gens dans les CLSC, les hôpitaux et tout ça. Alors souvent, ils vivent des situations, ce sont des enfants, ils n'ont pas toutes ils ne sont pas équipés comme un adulte pour vivre et comprendre ce qui se passe. Ouais. Et donc, ils vont souvent vivre des situations de tension puis de stress intense avec peu ou parfois pas du tout de soutien. Et ça doit donner quand même des résultats, c'est peut-être même pas mesuré, mais ça doit donner des résultats assez dévastateurs là, au niveau de leur santé eux-mêmes, leur santé mentale à eux, là, en fait. C'est certain. Et c'est ça. Il y a autant, moi je dis toujours, il y a autant de situations d'un enfant qui vit auprès d'un parent atteint de problématiques en santé mentale qu'il y a d'individus atteints. Fait qu'il y a des enfants que c'est plus léger, qui vont bien cheminer à travers ça. Il y a d'autres enfants qui vivent des situations vraiment, vraiment dramatiques. Mm-hmm. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire dans la communauté, soit en tant que parent sain, même sain S-A-I-N, même le parent atteint, s'il est capable, il y a des petites choses qui peuvent être faites, qui peuvent aider cet enfant-là en tant qu'oncle, en tant que professeur, en tant que n'importe quel autre adulte qui est autour de ces enfants-là et qui peuvent voir que peut-être qu'il y a une problématique à la maison. Et c'est important donc justement d'en parler, de démystifier, d'en parler finalement, d'informer les gens. Les gens n'ont pas toujours conscience, puis quand ça arrive, on le sait, la santé mentale, ça arrive, ça avertit pas nécessairement longtemps d'avance, puis tout à coup, ça arrive, ça touche quelqu'un. Si déjà il est un peu plus outillé, il peut agir là, pour aider les enfants justement en cause. Hein. Tout à fait. Parce que souvent, quand on se rencontre, même un ami, quand on sait qu'il va pas bien, des fois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire pour aider cette personne-là. Donc, on va plutôt se retirer ou s'isoler ou ignorer la situation ou pas vraiment provoquer la discussion. Alors, ça peut amener des familles vraiment isolées. Donc, plus qu'on va démystifier, comme tu as dit, la maladie mentale, comprendre c'est quoi, moins on va en avoir peur et plus qu'on va être capable aussi de tendre la main à ces adultes-là qui souffrent énormément, puis à ces enfants-là qui subissent la maladie de façon indirecte aussi. Donc, le roman, le titre « La mission secrète » de Julia Léveillé, comment t'es venue l'idée pour écrire ce livre-là? Bien, c'est un peu, en fait... J'ai choisi la thématique de la schizophrénie et ça, c'est en grande partie à cause de mon ami qui est à côté de moi. J'ai choisi le thème, en fait, à cause de lui puis d'une autre personne très importante qui s'appelle Kelly Cunnington, qui, elle, a été élevée par une mère schizophrène. Alors, mon roman, il est inspiré de sa vraie vie. Il y a un personnage dans mon roman qui s'appelle Charlie et tout ce que Charlie vit à l'école comme difficulté, tout est inspiré vraiment de choses que Kelly a vécues, de difficultés, d'épreuves qu'elle a vécues. Puis autant difficultés, épreuves que comment elle s'est ancrée dans le positif, puis comment elle s'est sortie de ça, puis qu'aujourd'hui, elle a une vie extraordinaire parce que chaque enfant ou adolescent qui vit auprès d'un parent avec peu de soutien, consciemment ou inconsciemment, à un moment donné, va prendre un virage. Soit il va s'accrocher au positif et se bâtir une vie heureuse pour lui, ou il peut aussi
tomber dans le négatif. Et là, ça peut être une déroute malheureuse qui va faire que son début de vie adulte ou toute sa vie adulte peut être plus difficile. Donc, bref, je me suis inspirée de Kelly, de sa vie, parce qu'elle a eu une enfance assez rock'n'roll, comme on peut dire. Mais c'est une femme aujourd'hui qui est épanouie, qui a 2 enfants, qui a un MBA, qui est heureuse, épanouie, un peu comme Luc nous l'a dit. Donc, pour les enfants aussi qui ont des enfances pas faciles, c'est possible de sortir de tout ça plus fort, plus grandi, puis souvent plus humain aussi. On dit que c'est un roman jeunesse. Est-ce qu'il s'adresse plus quand même aux enfants? C'est-à-dire pour les aider à savoir ce que c'est, la santé mentale, puis que, bon, il y a des ressources. Est-ce que c'est un peu ça aussi? Tout à fait. Les personnages dans le roman ont 12 ans. Donc, souvent, quand les personnages ont 12 ans, ça s'adresse aux 9 à 12 ans environ. Je tiens à dire, premièrement, que c'est comme je traite toute la schizophrénie et la maladie mentale de billets. Hein. C'est un roman d'aventure, c'est une histoire enlevante, captivante. Même les enfants qui sont pas aux prises avec des parents atteints de maladie mentale vont embarquer dans l'histoire puis ils vont aimer ça. C'est un très bon suspense. Mais puisqu'il y a un personnage, la maman d'un des personnages est schizophrène, on apprend... Les enfants, apprennent un petit peu par le biais ce qu'est la schizophrénie, que c'est le cerveau qui est affecté versus quand on a un rhume, ça va être le poumon, ça va nous faire tousser. Quand une personne est schizophrène, c'est son cerveau qui est l'organe affecté. Et ça, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a des émotions et il pense. Alors, c'est pour ça que la maman, des fois, elle a des comportements un peu bizarres ou elle peut avoir des réactions inappropriées ou hors de, qui ressortent de l'ordinaire. Alors, c'est comme ça que c'est traité. C'est vraiment en douceur. Reste que c'est, à prime abord, une histoire pour enfants avec du fantastique puis de l'aventure. Et souvent, pour les enfants qui ont un parent avec des problèmes de santé mentale, c'est gênant. Tu sais, justement, tu parles de comportements bizarres. Tu sais, l'enfant va avoir de la misère souvent, les enfants sont très observateurs, puis ils vont avoir de la misère à expliquer qu'est-ce que sa mère ou son père a. Là, tu sais, fait que c'est pas évident non plus. Ça, tu touches le point fondamental de tout ça. C'est que souvent, parce la famille va avoir honte de la situation, ils pensent qu'un enfant ne peut pas comprendre, ils ne vont même pas expliquer la maladie. Kelly, elle a su à 21 ans que sa mère était schizophrène. Donc, elle a fait les liens à ce moment-là, peut-être avec ce qu'elle voyait et ce qu'elle ressentait. Exactement. Et là, toute l'intimidation qu'elle a vécue, parce qu'elle avait une maman qui avait des comportements bizarres, pour elle, parce qu'elle n'avait pas d'explication, elle finissait par croire les intimidants. Elle finissait par croire que il avait raison, sa mère était folle. Sa mère était pas normale. Mais elle savait pas pourquoi. Si elle avait eu une explication, comme elle me le dit souvent, je me serais tenue debout puis je me serais défendue. Mais elle dit là, je m'écrasais puis je me repliais sur moi-même parce que je comprenais pas. Elle pouvait se réveiller un matin et sa mère était disparue pendant 2 mois parce qu'il y avait eu un conflit, parce qu'elle avait des idées de paranoïa, puis sa mère se sauvait. Ou alors, sa mère, elle se réveillait un autre matin, puis sa mère était hospitalisée pour les 2 prochains mois, mais on lui expliquait pas qu'elle était hospitalisée à cause de sa maladie. Alors, un enfant se dit... Quoi? Ma mère m'aime pas, ma mère s'occupe pas de moi. Oui, il y a de l'inquiétude. On peut dire sa mère est, je sais pas, l'article de la mort. Ça peut être plusieurs idées qui arrivent. C'est ça qu'on croit qui peut arriver n'importe quoi. Là. Tout à fait. Alors que la personne qui est malade est en souffrance extrême, puis elle adore son enfant. C'est pas qu'elle l'aime pas, c'est qu'elle ne peut pas à ce moment-là. Alors, c'est le genre de gestes simples de comment on peut aider un enfant. Il faut lui dire, dans un langage approprié, selon son âge, que le parent est malade, que pendant que le parent fait tout ce qu'il peut pour se rétablir puis revenir à l'enfant, il faut que l'enfant, lui, sa job, c'est de s'amuser puis de continuer sa vie. Il ne faut pas qu'il se sente coupable. Ce n'est pas de sa faute si le parent est malade. C'est pas lui qui a choisi ça, comme le parent ne l'a pas choisi non plus. Donc, vraiment, d'expliquer simplement à l'enfant. Alors là, il ne va pas s'inventer ses propres réponses, puis il va rester connecté à son parent aussi.
Oui. À la lecture de ce roman jeunesse-là, qu'est-ce que tu voudrais que les lecteurs en retirent? Qu'est-ce que tu voudrais quel genre de commentaires tu aimerais avoir, par exemple? Ben, tout à l'heure, tu me demandais à quel âge ça s'adressait. Je disais que les personnages avaient 12 ans, mais moi, mon souhait, c'est que ça s'adresse aux 7 à 97 ans. Parce que je l'ai fait lire, évidemment, avant sa publication à des gens de mon entourage. Je vais dire que le plus beau commentaire que j'ai eu par rapport à mon histoire m'est venu d'un adulte. C'est ma belle-mère. Elle m'a dit, tout de suite après l'avoir lu, elle m'a dit, Julie, elle dit, avant, quand je passais dans la ville, puis je voyais des jeunes dans la rue avec des comportements bizarres qui peuvent faire penser qu'ils ont des problèmes de maladie mentale, elle dit, je les jugeais, puis j'avais peur d'eux. Puis elle dit, maintenant que j'ai lu ton histoire, elle dit, quand je les vois, maintenant, je prie pour eux. Mm-hmm. Alors, une autre approche, c'est vraiment intéressant. C'est ça. C'est que son regard, juste en ayant un petit peu plus de connaissances, en démystifiant, son regard de peur est passé vers un regard de compassion puis d'amour. Puis ça peut faire vraiment des miracles dans la vie, selon moi. Puis, oui. Si je peux me permettre, moi j'ai le privilège de lire son manuscrit. Oui. Moi, j'ai adoré le suspense. Moi, c'est ça qui m'a accroché, que de page en page, là, c'est vraiment un roman avec un suspense fort intéressant. Je ne veux pas dévoiler le punch, évidemment. ça serait mais moi, c'est ce qui m'avait frappé à la lecture. Oui, puis c'est intéressant, comme tu disais, c'est le fun d'amener ça, la santé mentale, comme sur la bande, mais en même temps, ça fait partie du... c'est là, mais en même temps, ce n'est pas que ça. Ça nous fait comprendre par une autre, par une aventure, dans le fond, ça nous fait comprendre ce que c'est un peu mieux. Là. Oui, c'est ça, parce que je me dis, moi, je souhaite qu'il trouve sa place auprès des professeurs, puis je pense que c'est un bel outil pour faire un peu d'enseignement. L'éthique maintenant, culture religieuse, mais beaucoup, puis les professeurs ont un grand rôle à jouer auprès de l'intimidation. Fait que c'est une histoire intéressante, captivante pour un jeune lecteur, mais qu'en même temps, qu'on peut avoir des belles discussions parents-enfants ou professeurs-enfants sur tout ça. Sur tout ça, sur la question. Bien, merci. J'aimerais ça que tu rappelles le titre, la maison d'édition et tout ce qu'on veut savoir pour pouvoir se le procurer. Parfait. Bien, comme le livre de Luc, il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Ils vont peut-être être pas loin l'un de l'autre. On aimerait ça. Oui. Beaucoup de copies. Ouais. Donc, c'est les éditions Zellé, qui est une maison d'édition jeunesse, qui est l'éditeur. Et le titre, c'est La mission secrète de Julia Léveillé. Et de toi-même, donc de moi-même, signé par Julie Vincelette. Ouais. Puis j'ai aussi un site internet, julievincelette.com, qui est encore un peu en construction, là, mais qui va être finalisé très bientôt. Ben, c'est bien. Encore une fois, rappelle le titre de ton volume. Moi, c'est Je suis une personne, pas une maladie, aux éditions Performance. De Luc Vigneault. De Luc Vigneault et 7 autres co-auteurs. Effectivement. Ben, merci à tous les deux. C'était fort intéressant. On a appris un peu plus sur la santé mentale de deux... en fait, par 2 livres, mais c'est 2 choses qui sont très complémentaires, 2 outils, en fait, pour tout le monde. Merci beaucoup, Julie. Merci Luc. C'est un plaisir. Ça fait plaisir. Merci à ton invitation. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. 1 million de roses n'embâmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume.
magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Nous poursuivons à l'Espresso allongé, Pierre Laporte toujours en notre compagnie, ainsi que Ghislain Malo. Oui. On continue sur le sujet de la solitude, réflexion sur la solitude que tu as entamé dans le premier Avant segment. Cali, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver quelqu'un dans le miroir des yeux des autres qui, ça réfléchit pour nous rendre bien, que tu vois qu'ils sont intéressés par ce qu'on est ou pas. Là. C'est pas facile de se faire des amis. Je pense que ça n'a jamais été facile de se faire des vrais amis. Là. Non. Mais on dirait que c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus rare d'avoir... Marque pas dans la statistique s'il y a des pays que c'est plus facile, où il y en a plus non, que d'autres. Non, j'ai pas ça ici. C'est vraiment ça aurait pu être intéressant à savoir. C'est peut-être mondial, je sais pas. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Peter Crawford Smith, qui est thérapeute conjugal, qui travaille pour un organisme qui s'appelle Chapel. C'est à Toronto. Et celui-ci nous dit que la solitude peut, dans bien des cas, se révéler un signal bénéfique. Il nous dit qu'elle peut nous inciter à effectuer des changements, à amorcer un processus en vue d'intensifier notre vie sociale et d'améliorer nos relations interpersonnelles et d'explorer des activités de croissance et d'apprentissage. Maintenant, celui-ci nous propose plusieurs points, des conseils pour vaincre la solitude, en 9 points. Ouais. Alors, si j'étais, je vais essayer de tous les passer. Peut-être que ça peut s'appliquer à ceux qui vivent la solitude. On aime toujours ça, des tops quelque chose. Oui. Top Là, 9. c'est un top 9. Top 9. Alors, il nous dit, premièrement, adoptez un rythme de vie moins effréné, devenez plus attentif à vous-même et à votre entourage. Cela peut signifier de commencer à s'alimenter plus consciencieusement et à prendre le temps d'apprécier la nourriture. Ouais. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, posez-vous la question suivante. Suis-je tombé dans le piège de travailler constamment sans jamais m'amuser? Si c'est le cas, M. Crawford Smith suggère de se fixer des objectifs liés au domaine suivant, c'est-à-dire le mieux-être personnel, physique, intellectuel ou spirituel, et les relations interpersonnelles, ou à améliorer celles qui existent déjà, ou en cultiver de nouvelles. Troisième point, il nous dit « Stimulez votre sens de la curiosité. Prenez un journal et recherchez une activité intéressante ou originale qui se passe en ville. Envisagez d'assister à tel événement en observateur curieux plutôt qu'en anticipant de vous y amuser follement. » Ça, c'est difficile. Les gens sont de moins en moins curieux aujourd'hui. Tu penses? Oui, un peu. Je pense pas, moi. En tout cas. Quatrième conseil, envoyez les bons signaux aux gens. Nous transmettons trop souvent des messages ambigus. Nous nous contentons de clichés tels que il faudrait bien se voir ou bien nous fixons des rendez-vous que nous annulons par la suite. Parfois, nous n'émettons aucun signal. Nous attendons que les autres nous appellent et lorsqu'ils ne le font pas, nous en faisons notre deuil. Ça c'est un point que tu dis vrai. C'est difficile d'avoir un signal, avoir une pancarte qui est marquée « Je veux des amis ». C'est vrai qu'on mais ça marcherait peut-être. Mais c'est vrai qu'on répète un peu souvent des choses-là sans trop vouloir vraiment se revoir. Vrai, ouais. Cinquièmement, aiguisez vos talents en société. Pour certains, la solitude résulte de ce qu'ils ne savent pas quoi dire ou quoi faire dans certaines situations sociales. Si cela vous préoccupe, procurez-vous à la bibliothèque des livres sur l'étiquette, la communication et les relations interpersonnelles. Ça fait pas trop des phrases toutes faites. C'est pas le contraire. Ça peut marcher à l'occasion. 6e point. Tenez compte de vos centres d'intérêt. Inscrivez-vous à un cours dans le cadre de l'éducation aux adultes. 7e point, faites du bénévolat. Peu d'activités procurent autant de satisfaction personnelle et le sentiment d'être en contact que celles consistant à rendre service aux autres. 8e, tentez de reprendre contact avec les autres. Cela peut signifier d'appeler, d'écrire ou de rendre visite plus souvent aux membres de sa famille. Et dernièrement, 9e point,
Restez proche des vôtres, même en voyage. Si vos nombreux voyages contribuent à votre solitude, tentez de recréer à l'hôtel une atmosphère de confort au foyer ou tout simplement appelez vos amis et vos membres de la famille. Ou même par courriel, aujourd'hui. C'est quand même aussi important de dire... c'est mieux d'être une guenille seule que pas trouver le bon torchon, dans le sens que, de pas être bien en couple non plus. Ouais. Tu peux le voir comme ça. Mais il y a aussi, c'est ça, la solitude qui est souhaitable, mais on peut pas être solitaire toute notre vie nécessairement. Là, mais... On est des animaux de société. C'est impossible. Les gens finissent par se sentir très malheureux, puis leur miroir d'eux-mêmes va craquer. Ça se peut pas. Tu n'es pas ta propre réflexion. Merci beaucoup, Ghislain. Merci beaucoup, Pierre. Beau sujet. Donc, réflexion sur la solitude. On poursuit à Folie douce en chanson avec Mes aïeux, je danse avec toi. Demeurez des nôtres. La lumière te fait la peau bleue et ça te va bien. Encore un verre ou deux, ça ira mieux, peut-être bien. La musique a des ailes et tu fais corps avec elle. Pour chasser les corbeaux qui tournent autour de mon ciel, je danse avec toi, en pensée sans bouger, je danse avec toi. Tu ramènes tes cheveux et tu dégages ton visage. Tu relèves les yeux, me vois-tu dans l'image? On dirait bien que oui, on dirait même que t'as souri. Je souris moi aussi, ensorcelé par
connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. En terminant cette émission de Folie douce, on va faire la nomenclature des chansons en compagnie de Ghislain Malo et Pierre Laporte. Alors, Ghislain, votre choix musical à vous deux. Oui. On a écouté en début d'émission Assise dans ma tête. De Michel O. Oui, on a écouté Même si. De Sergent Garcia. Dans la deuxième demi, on a eu l'opportunité d'écouter Sympathique. De Pink Martini. Et à l'instant, Je danse avec toi. Du groupe Mes Aïeux. Et voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci donc, Ghislain, pour ta présence sur le micro. Beaucoup. Merci, Pierre Laporte, pour la mise en onde et tes blocs Espresso et Espresso. Merci à toi. Merci. Dans les deux blocs, on parlait de réflexion sur la solitude. Je tiens à remercier aussi nos invités en début d'émission. Un habitué maintenant de l'émission qui est venu plusieurs fois, Luc Vigneault, qui nous a parlé de son livre « Je suis une personne, pas de maladie ». Et on a eu en début de deuxième demi Julie Vincelette, qui est aussi auteure d'un livre, qui est un roman jeunesse dans ce cas-là, La mission secrète de Julia Léveillé. Tout ça à l'émission Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop